Bonsoir à tous, bonsoir Raphaël. Bonsoir Marie. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TLT. Nous sommes le mardi 5 novembre. Dans l'actualité de ce jour, les avocats et magistrats se mobilisent à Toulouse, comme partout en France, pour sauver l'aide juridictionnelle qui permet aux plus modestes de bénéficier d'un accès à la justice. En aéronautique, les gros porteurs n'ont plus le vent en poupe, ils coûtent trop cher. Et pour terminer, cinéma, à Castelmourou, le Méliès, une institution locale, fête ses 30 ans. Grogne parmi les robes noires. Le budget 2014 pour la justice est aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale. Il concerne entre autres l'aide juridictionnelle. Ce service permet aux justiciables les plus pauvres de bénéficier d'une prise en charge des frais de justice. À l'avenir, de moins en moins de personnes pourraient y avoir droit. Le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature appelaient donc à la mobilisation, notamment à Toulouse. Raphaël, vous étiez devant le tribunal de grande instance avec Alain Sorat. Effectivement, et Maître Tercero, la trésorière de la section Toulouse du syndicat des avocats de France, nous explique la situation. La justice, le principe philosophique, c'est qu'en France, on va garantir l'accès à la justice à toutes les personnes qui ont des revenus insuffisants pour pouvoir payer non seulement un avocat, mais également un expert, également un huissier. Et il y a un seuil qui est fixé pour permettre aux personnes qui ont des bas revenus d'avoir accès à cette justice-là. Or, déjà en ce qui concerne la rétribution de la mission de l'avocat, ça fait une vingtaine d'années qu'on sollicite une augmentation de l'indemnisation parce qu'aujourd'hui, la façon dont les avocats sont rémunérés est excessivement basse. On a des exemples qui sont très clairs. Par exemple, pour une assistance à une partie civile devant le tribunal de police, l'avocat toulousain qui exerce individuellement, il ne touche que 18 €. 18 € pour aider une partie civile devant le tribunal de police. Devant le tribunal correctionnel, c'est 71 €. Donc on a des indemnisations qui ne sont même pas des rémunérations, qui ne permettent pas à l'avocat de faire face à ses charges. Donc ça fait plusieurs années que les avocats on demande que notre indemnisation soit augmentée. Il faut finir avec le mythe de l'avocat qui roule en Porsche. Ce n'est pas vrai à Toulouse. Il faut voir les avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle. Ils le font aujourd'hui de plus en plus à titre quasiment bénévole, puisque l'indemnisation qu'ils touchent ne leur permet pas de vivre. Alors justement, si on diminue le budget, quelles solutions peuvent être envisagées ? Donc les solutions, c'est de s'en prendre, donc de prévoir une taxe sur les conventions, notamment les conventions notariées. Mais enfin bon, moi je suis pour revenir à des principes forts, puisque donc l'accès aux droits de tous, nous avons prêté serment pour défendre les plus aisés, les plus démunis. Ce principe a une valeur constitutionnelle. C'est un principe fondamental qui caractérise notre état de droit. Aujourd'hui, ce principe est mis en péril. Au niveau du seuil, les gens qui ont le droit à cette aide juridictionnelle, quels sont-ils? C'est les revenus vraiment les plus pauvres? Donc ce sont des personnes qui peuvent justifier de revenus qui se situent entre 900 et 1 200 €. Et selon ce cas, elles bénéficient de l'aide juridictionnelle, soit totale, soit de l'aide juridictionnelle partielle. Et donc nous assistons dans nos cabinets, je peux parler au nom de tous les cabinets puisque c'est général, à une augmentation du nombre de demandeurs à l'aide juridictionnelle. Donc plus de demandeurs mais moins de budget. Absolument, ce qui est un paradoxe inacceptable. Alors la dernière personne qu'on écoutait, c'était bien Maître Amalric et non pas Maître Tercero. Alors on comprend bien que le manque de financement de l'aide juridictionnelle pose problème, mais quelles solutions proposent les avocats finalement? Maître Amalric parlait d'une nouvelle taxe. Alors effectivement, les syndicats des avocats et de la magistrature proposent par exemple de taxer les droits de mutation. Lorsqu'une transaction est réalisée chez un notaire, il y a des taxes qui sont prélevées. Eh bien, les avocats suggèrent d'en attribuer une partie au financement de la justice. Donc pour l'instant, les avocats financent une partie de l'aide juridictionnelle. Les notaires pourraient en financer une autre. On a un peu l'impression que l'État se désengage finalement. Tout à fait, et c'est bien cette politique d'austérité que dénoncent les avocats. Aujourd'hui, aucune annonce n'a été faite pour une réforme globale. Pourtant, elle est demandée depuis des années par les avocats.
Donc il dénonce cette logique de restriction budgétaire aggravée par la dévalorisation de l'aide juridictionnelle. Demain, seules les personnes les plus pauvres auront accès à cette aide. Et si tout le monde n'a pas accès à la justice, alors cela signifie clairement que les traitements sont discriminatoires. Alors aujourd'hui, combien de personnes ont accès à l'aide juridictionnelle ? Alors aujourd'hui en France, 936 000 personnes en bénéficient, ce qui représente un budget estimé à 347 millions d'euros. Et en 21 ans, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 150%. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir de la mobilisation des avocats ? Alors aujourd'hui, aucune date n'est arrêtée pour une nouvelle mobilisation, mais avocats et magistrats ne comptent bien sûr pas baisser les bras. Après l'affaire Leonarda, les lycéens et les étudiants continuent d'interpeller le gouvernement sur les expulsions d'élèves. Ils demandent le retour de la jeune Rome et de sa famille en France et dénoncent les expulsions de jeunes en pleine scolarité. Depuis 3 semaines, l'UNEF, le syndicat de l'Union nationale des étudiants de France, tente de mobiliser. C'était encore le cas aujourd'hui sur les 3 universités de Toulouse, comme ici au Mirail. Intervention dans les amphithéâtres, signature de pétitions et distribution de tracts. L'UNEF a tenté toute la journée de faire grossir les rangs de la manifestation de cette fin d'après-midi. Malheureusement, les efforts n'ont pas porté leurs fruits. Ils étaient une 50aine, selon les forces de l'ordre, à se retrouver place Esquirol. Déception dans les rangs, mais les manifestants relativisent et veulent rester mobilisés, comme nous l'exprime Laïla Laporte, la présidente de l'UNEF 31, au micro de Maxime Van Oudendijk. Il ne faut pas être défaitiste par rapport au peu de gens qu'il y a là à l'heure actuelle. Déjà, il y a des gens et ça, c'est déjà une bonne chose. Dans tous les cas, il y a deux éléments qui ont fait qu'il n'y ait pas énormément de monde. Non seulement il y a le temps qui fait que à 17h30, quand il fait nuit et quand il pleut, il n'y a pas forcément beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants. Et l'autre côté, c'est que c'est seulement la rentrée. Il y a eu seulement 2 jours pour mobiliser l'ensemble des étudiants de Toulouse, l'ensemble des lycéens de Toulouse. Et ça ne nous a pas forcément laissé beaucoup de temps pour arriver à faire en sorte qu'on soit nombreux ce soir. Localement, on ne pense pas que ce soit la fin. Il y a encore des marges de manœuvre, c'est que tout simplement, il y a les lycées qui commencent à faire des assemblées générales demain pour appeler à une mobilisation jeudi. Donc c'était une des dates qui était nationale. Elles ne seront pas tenues partout dans toutes les villes de France. C'est seulement la pertinence de la mobilisation. Sur Toulouse, ça peut être intéressant tout simplement si les lycéens bloquent leur lycée et viennent en manifestation après. Et bien sûr que s'il y a une mobilisation, l'UNEF sera présente aux côtés des lycéens pour les soutenir et pour faire en sorte que nos revendications soient entendues plus qu'aujourd'hui. Nous vous parlions la semaine dernière de la campagne d'essai de l'A350, pleine de promesses. L'avenir ne semble pas aussi dégagé pour la gamme des gros porteurs d'Airbus. En effet, face à la demande mondiale en berne, l'avionneur européen pourrait revoir ses objectifs à la baisse sur les cadences de production de l'A380. Les explications de Sophie Voinis. Si l'américain Boeing va limiter sa production de 747 face à la baisse de la demande mondiale en gros porteurs, Airbus de son côté n'a pas encore pris cette décision pour son Super Jumbo. Pourtant, depuis le début de l'année 2013, l'A380 n'a enregistré aucune commande ferme. Le carnet de commandes du gros porteur est à ce jour de 259 appareils, 111 ont été livrés. À raison de 30 avions produits chaque année, on pourrait se dire qu'Airbus a donc 50 productions devant lui, mais ça, ce n'est que de la théorie. On parle de nombre de commandes, mais de leur point de vue, c'est nombre de commandes et date de livraison qui les importe. Quand une compagnie commande, c'est sur un certain nombre d'années et les avions sont livrés par échéance. Et qu'aujourd'hui, notamment à l'horizon 2015, il y a des créneaux de livraison qui sont libres. Le syndrome de la queue blanche fait très peur aux deux. Et alors en plus de ça, quand on commence un avion et qu'on le vend alors qu'il est en train d'être produit, le gros risque vu par les analystes, c'est la décote. Parce qu'évidemment, les acheteurs ont un levier beaucoup plus fort. Selon les prévisions, la demande mondiale en gros porteurs sur les 20 prochaines années devrait rester dans la fourchette haute de plus de 1700 appareils et de près de 800 pour la fourchette basse. Mais le carburant étant de plus en plus cher, les compagnies aériennes ont tendance aujourd'hui à préférer les bi aux quadri-réacteurs, quitte à réduire le nombre de sièges à bord. Et depuis 1 mois, les salariés d'Alcatel se mobilisent contre le plan Shift, plan de la direction nationale. À Colomiers, entre Assemblée générale, rencontre avec les élus et Pôle emploi, la CFDT et les salariés ne se démobilisent pas pour tenter de sauver leurs emplois en sursis. C'est ce que nous démontre Grégory Martin au micro de Fanny Madamour.
Ce midi, la CFDT a organisé une assemblée générale avec les salariés du site pour un peu faire part de l'état des discussions qui sont assez houleuses avec la direction. Il y a 95 salariés à Colomiers. La direction a le projet de fermer Colomiers. Et donc pour cela, propose à 70 salariés d'Alcatel-Colomiers de venir travailler sur la région parisienne et donc une trentaine de postes en licenciement sec. Il y a plusieurs choses dans les négociations. D'abord, convaincre qu'autour de certaines activités d'Alcatel, telles la cybersécurité, il y a de l'activité possible sur Colomiers. Travailler aussi à des partenariats avec d'autres entreprises, EADBS par exemple, sur de l'expertise sur le secteur des télécommunications. Donc on sait qu'il y a de l'activité, on va essayer de convaincre la direction de ça pour maintenir les compétences sur Colomiers. Du nouveau, dans les parkings toulousains, le parking Marengo serait le premier parking de la ville à passer sous régie publique. Jeudi 7 novembre, les élus de Toulouse Métropole devraient voter une délibération visant à confier la gestion d'exploitation à la SMAT, la Société pour la mobilité d'agglomération toulousaine. Situé sous la médiathèque, ce parking compte 400 places et la ville pourrait le récupérer dans son giron au début de l'année prochaine. Qu'est-ce que ce nouveau statut va changer, notamment pour les usagers? Élément de réponse avec Marlène Canal. Aujourd'hui et jusqu'au 22 février 2014, c'est la société Q-Park qui gère le parking Marengo. Une fin de concession qui va permettre à la communauté urbaine, propriétaire du parking, d'en confier la gestion à une société publique locale, la SMAT. Sous forme de régie intéressée, ce mode de gestion permet une maîtrise directe. La communauté urbaine va rémunérer évidemment la SMAT pour gérer ce parking, mais elle va faire une économie de 20% sur le coût de cette gestion, comparativement au précédent contrat. Il ne s'agit pas de tirer des profits ou une rente de la gestion des parkings. Il s'agit de rendre un service public au meilleur coût, avec bien sûr un équilibre d'exploitation. Mais voilà, donc aujourd'hui, avec ce qui est prévu, c'est 300 000 € de rémunération, c'est 20% de moins que ce qui était auparavant le cas avec l'ancienne société concessionnaire. Et le parking Marengo pourrait bien être le premier d'une longue liste à être géré par une régie publique. C'est en tout cas un souhait de la majorité en place, qui souhaite notamment implanter des stations d'écomobilité. Concernant les tarifs, en revanche, pour l'instant, peu de changements. Il faut savoir que le parking Marengo est un des moins chers de Toulouse pour l'usager, et que là, le fait que la SMAT reprenne en gestion ce parking, il y a une petite nouveauté, c'est que la première demi-heure sera gratuite. Mais l'heure est à 2 €, ce qui est en dessous, bien en dessous de la moyenne de la place de parking en ouvrage. Une opération stratégique pour la communauté urbaine qui entend bien développer les capacités de ce parking sous-utilisé avec l'arrivée de la future LGV et du projet de pôle d'échange. Dans l'information toulousaine, toujours un nouveau rebondissement dans les épisodes du kiosque asiatique. Le petit restaurant est bien connu des Toulousains qui viennent en nombre s'y ravitailler le midi. Alors l'établissement avait fermé, brusquement, rouvert, refermé. Il a finalement repris du service depuis jeudi dernier. L'exploitante aurait jusqu'à demain, mercredi, pour régulariser sa situation auprès du registre du commerce. Sans transition, un petit point météo, la vigilance orange aux pluies et inondations qui touchait depuis ce matin le département de Haute-Garonne ainsi que l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques est levée. La Haute-Garonne reste en revanche en vigilance jaune au vent. On attend des rafales de 60 à 70 km/h qui pourraient être encore plus fortes sur les reliefs du Lauragais et les crêtes des Pyrénées. Un peu toujours dans la météo, depuis quelques jours, les premiers flocons ont fait leur apparition sur le massif pyrénéen. Ces premiers saupoudrages réjouissent les professionnels de la glisse. Effectivement, les stations du groupe NP s'apprêtent d'ores et déjà à accueillir skieurs et snowboarders. Le dernier week-end du mois de novembre, les pistes seront ouvertes. Pascal Solaire nous présente les nouveautés de l'hiver 2013-2014. Regroupés sous la marque NP depuis 10 ans, cette année encore 7 domaines skiables dont Péragude, Pio et Lamongie, 3 sites touristiques majeurs parmi lesquels le Pic du Midi et 3 espaces nordiques tels que Cotterêts proposent des produits novateurs qui facilitent le ski. Télépassage, rechargement des forfaits sur Internet, applications smartphone, le virage technologique pris par NP facilite les séjours en montagne. La nouveauté cette année, c'est que l'on s'ouvre à l'ensemble des composantes du séjour au ski
en particulier l'hébergement, location de matériel, cours de ski. Tous ces éléments se trouvent sur une place de marché, accessible sur un site unique. Sur les pistes, les stations ont investi dans de nouveaux équipements. C'est le cas au Grand Tourmalet, le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises. La station prévoit sur les 7 prochaines années d'optimiser les 220 hectares actuels pour atteindre 360 hectares, soit 50% de pistes en plus. La première phase de ce plan d'investissement de 50 millions sur 7 ans a été cette année où nous avons investi 3 millions d'euros sur de la sécurisation de pistes, à commencer à développer les secteurs débutants et à ouvrir une nouvelle piste noire qui sera sur le secteur de Barège. Autre nouveauté, une vaste zone dédiée au freeride qui s'étend sur les 3 versants du pic du Midi. Cette année, le pic du Midi a décidé de destiner l'ensemble des 2 téléphériques qui desservent et la partie intermédiaire au Taoulé et la partie du pic du Midi uniquement aux hors-piste, alors que l'an dernier, il y avait une piste balisée à partir du premier tronçon. C'est vraiment le seul domaine freeride des Pyrénées à l'image de la Grave, à l'image de la Vallée Blanche. À prévoir côté tarif une augmentation de 3 à 5% des forfaits, conséquence de la hausse de la TVA annoncée pour le 1er janvier. Des forfaits qui varient de 49 € le tarif normal à la Mongie à 32 € à la Pierre-Saint-Martin. Ouverture des stations le 30 novembre, la plupart resteront ouvertes jusqu'au 21 avril. Et bonne nouvelle pour les amis des ours, c'est aujourd'hui que l'ours slovène Tolosa doit perdre son collier mouchard qu'elle porte depuis un mois, mis en place par une équipe du Muséum de Toulouse. L'ours porte un collier muni d'un GPS et d'une caméra qui filme ses faits et gestes. 5 minutes par jour, 12 heures par jour, depuis 22 jours. Le collier doit désormais être récupéré dans la forêt slovène et envoyé à Toulouse puis au Canada afin de traiter les données. Les images de cet incroyable caméraman pourraient être disponibles au Muséum de Toulouse fin décembre ou début janvier. Et maintenant un petit cinéma d'art et d'essai qui résiste encore et toujours face au multiplex. Effectivement, à Castelmourou, le Méliès fête son 30e anniversaire avec de nombreux films en avant-première tout au long de la semaine. Originalité de la structure, c'est un cinéma associatif qui vit de l'énergie d'une quarantaine de bénévoles. Le reportage est signé Fanny Madamour. Pour souffler ses 30 bougies, le cinéma Le Méliès à Castelmourou s'est choisi un parrain de renommée, Frédéric Diffenthal. Pour ouvrir la semaine, le comédien est venu à la rencontre du public. Participer à des événements concernant des salles de cinéma, pour moi, c'est d'une, ça m'est pas arrivé souvent finalement. Et c'est des choses que je mets en priorité, parce que c'est quand même... C'est l'antre, c'est le dernier endroit où ça se passe. Depuis 1983, le Méliès fait le bonheur des habitants de la périphérie toulousaine en quête de salles alternatives. Aujourd'hui, le public recherche effectivement ce type de cinéma pour plusieurs raisons. Déjà, ça lui permet d'aller voir du cinéma de qualité avec des moyens techniques aujourd'hui à la pointe de ce qui se fait même dans les grandes salles. Avoir la possibilité de se garer assez facilement, de pouvoir décider d'aller voir un film peut-être 10 minutes avant le début de la séance. Et puis je crois surtout c'est qu'il y trouve de la convivialité. Plusieurs films seront à découvrir dans les salles obscures du Méliès, dont Belle et Sébastien le jeudi 7 novembre, en présence du réalisateur Nicolas Vanier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver l'actualité locale en direct demain dès 19 h. Très bonne soirée.